Bon, mais bonjour à tous. Merci à tout le monde d'être là nombreux, de braver la pluie, les intempéries. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des planètes géantes. Donc si vous veniez pour les géantes de la fantasy, style l'épouse de Shrek ou des trucs comme ça, c'est pas ça. D'accord? Donc là c'est les planètes géantes et leurs lunes. Alors on a un panel d'invités assez particulier parce qu'on a enseveli un auteur sous des scientifiques. Mais je crois que tu vas nous dire après que tu as eu l'habitude déjà de les côtoyer. Donc je vais vous les présenter en commençant par Alice Le Gall, qui travaille au LATMOS, qui est le laboratoire atmosphère. Je vais trouver atmosphère et observation spatiale, qui a 2 sites, un à Guyancourt et un à Jussieu. Tu es à Jussieu, c'est ça? Non, tu es à Guyancourt. Je suis partout. C'est ça, tu es dans les deux, c'est pour ça que je ne savais plus. Et qui travaille en particulier, enfin qui travaille sur beaucoup de choses. C'est dur de faire un focus, mais ici j'ai mis une illustration de la lune Titan, qui est une lune de Saturne, et qu'on voit ici masquée en partie, c'est pas un bug sur l'image, mais masquée par les anneaux. Et puis une illustration, peut-être que tu peux nous décrire si tu la vois, tu vois ce que c'est? Oui, c'est une illustration d'auteur, d'artiste de la mission, de la future mission qui ira vers Titan, qui est la mission Dragonfly. Et donc c'est une mission dont peut-être on reparlera après, qui est vraiment digne d'un roman de science-fiction, puisque dans 4 ans maintenant, on va envoyer vers Titan un gros drone qui fait plus de 800 kilos, donc c'est la taille d'une voiture. Là, on a l'impression qu'il y en a plusieurs. Non, il n'y en aura qu'un. Là, on le voit, il atterrit puis il repart. Et donc un drone qu'on déposera... Le problème de la mise en mouvement par l'image. L'esprit comprend-il que c'est quelque chose? Ouais, là, c'est pas une flotte de drones, c'est un drone, mais il est énorme. On en reparlera. Ouais. Et donc Alice travaille beaucoup sur l'utilisation du radar pour sonder la surface, pour caractériser la surface et ce qu'il y a sous la surface des objets du système solaire. Et ça peut être aussi bien des planètes comme Mars ou aussi Vénus sur lequel tu vas travailler, que les lunes. Tu as quand même beaucoup travaillé sur les lunes et à travers beaucoup de missions spatiales. Tu as beaucoup travaillé sur Cassini, qui est une mission incroyable, qui a passé de longues années autour de Saturne. Tu vas nous en parler. Et tu es aussi l'autrice, la co-autrice, avec 2 autres astrophysiciennes, qui sont Sandrine Gerlet et Sandrine Vignatier, et avec Sébastien Charnoz, du livre qui est ici, qui s'appelle Les mondes de Saturne, qui l'an dernier a eu le prix du meilleur livre de vulgarisation scientifique par Ciel et Espace, que j'ai moi aussi, que je vous conseille vraiment beaucoup, que vous pouvez acheter après à n'importe quand dans les stands, mais vous pouvez aussi vous le faire dédicacer, c'est l'occasion. Voilà. Donc tu pourras aussi nous parler d'un petit peu de ce livre. Autre invité, donc Afif Khaled, qui est dessinateur de BD et illustrateur. Tu veux rajouter un élément? Donc là, je vais vous mettre quelques éléments que j'ai piochés. Donc ici, je ne sais pas si tu vois, on voit un homme avec une espèce d'exosquelette qui se bat contre un robot. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà d'autres exemplaires de choses que tu as faites. Je ne sais pas si tu vois bien d'ici ce que c'est. Oui. Il s'agit de... Là, c'est l'adaptation du Monde enfin d'Andrevon. Voilà. Et à droite, c'est chez Métal, un extrait de quelques pages. Oui, donc en fait, on va voir après qu'il a travaillé sur quelque chose qui concerne le sujet d'aujourd'hui, mais il a aussi travaillé avec un grand nom de la SF française, qui est Jean-Pierre Andrevon, et l'adaptation de plusieurs de ses textes, dans Le Travail du Furet, qui est un de ses plus connus. Et donc ça, c'est Un monde sans fin, oui. C'est ça? Un monde sans fin. Et une des raisons pour lesquelles il est ici aujourd'hui avec nous, c'est qu'il a dessiné cet ouvrage qui s'appelle Jupiter, le berger des astéroïdes, et qui, tu me dis si je me trompe, c'est une œuvre de fiction, mais dont le théâtre est réaliste, et tu as travaillé avec des astrophysiciens, puisque je vois que l'Observatoire de Paris est mentionné. Oui. On a été validé par les scientifiques de l'Observatoire. Et oui, on a collaboré, surtout les scénaristes, qui ont collaboré avec tous ces chercheurs. Super. Et donc pareil,
vous aurez l'occasion d'aller au stand. Tu es quoi, à Crazy Cat? Oui. Ouais, donc au stand de Crazy Cat, sous une détente, tu dédicaces ou Oui. ça, ok. et pour l'acheter, et voilà, c'est bien les BD qui parlent des autres mondes avec une validation scientifique. Alors, quand on discutera, au cours de la table ronde, je passerai des planches de Jupiter. On les commentera pas, ça servira de toile de fond. Et le troisième intervenant, c'est Sean Raymond, à côté de moi, qui est un ami, un collègue. Il est 2 bureaux à côté du mien. On a longtemps partagé le même bureau. Pardon, et j'ai manqué. Excusez-moi. Ah non, oui, je fais n'importe quoi. Et ça marche, ça veut pas. Ah non, ça veut pas. Bon, il aime pas les animations. J'avais une petite image de formation planétaire, un disque protoplanétaire qui évolue vers la formation des planètes, parce que Sean est un des grands spécialistes mondiaux de la formation des planètes, de l'évolution des systèmes planétaires, donc que ce soit les systèmes de planètes autour d'autres étoiles ou l'histoire de notre système. Et donc il a aussi travaillé, donc bien sûr, sur la formation des planètes géantes, et il s'intéresse aussi aux lunes. C'est la première chose que je peux dire. La deuxième, je me perds avec ça, c'est qu'il a aussi, alors pour les anglophones, ceux qui peuvent lire l'anglais, il a un site qui s'appelle planetplanet.net, où il parle des sujets qu'il connaît bien, des sujets qui touchent à la mécanique céleste, aux orbites, à la formation des planètes, et toujours à travers des axes qui le rendent passionnant, parfois en s'arrivant à se raccrocher à des histoires de science-fiction, parfois en créant des mondes assez extraordinaires. Si tu veux nous donner un autre exemple, tu en avais donné ce matin sur Oui, je peux vous donner un exemple. Par exemple, parfois je prends des scénarios spécifiques de la science-fiction et j'essaie de les tester si c'est scientifiquement raisonnable. Donc un cas qui est assez intéressant, c'est un cas d'un livre très connu de Asimov qui s'appelle Nightfall, là où il est censé ne pas faire nuit pendant 2000 ans et ensuite la nuit tombe. Ouais. Et donc je suis remonté là dans comment ça marche, si le système planétaire qui est envisagé peut vraiment conduire à cette histoire. Et la réponse est tristement non, ce n'est pas le cas. Mais par contre, j'ai construit un système qui est plausible, qui mènerait à quelque chose qui n'est pas trop loin de ça. Donc je fais des petits jeux comme ça qui sont scientifiquement valides, mais avec un esprit de science-fiction, ce genre de choses. Alors si vous cherchez la référence, Nightfall, à la base c'est une nouvelle qui s'appelle Quand les ténèbres viendront, ou Quand viendront les ténèbres, je ne sais plus, considérée comme une des plus grandes nouvelles de science-fiction, et qui a ensuite été rallongée en roman par Robert Silverberg. Mais à la base, c'est Asimov. Donc si vous cherchez la référence, c'est ça. Et donc sur ce site, vous trouverez plein de choses. Alors on réfléchit à le traduire en français. Et une autre chose que fait Sean, c'est qu'il est poète. Et alors c'était un exemple sur les lunes de lune. Tu nous en parleras peut-être, les lunes de lune, les moon. Si vous voulez, ouais. Alors, je suis allé trop loin. Donc, Sean a aussi écrit des poèmes relatifs à l'astronomie, à l'astrophysique, et en particulier à sa recherche. Donc, il décrit sa recherche par des poèmes. Vendredi dernier, il y avait la soutenance de thèse de sa doctorante, et comme cadeau, il y a fait un poème sur sa recherche, et elle était émue aux larmes, c'était formidable. Oui, ses parents ont pleuré aussi. C'est bien. Alors son livre, alors il est auto-édité, donc il n'est pas sur les stands, mais Sean en a quelques-uns si ça vous intéresse. C'est en anglais, ses poèmes sont en anglais. Et il a quand même, c'est assez classe pour ceux qui connaissent, une préface de Neil deGrasse Tyson, pour ceux qui connaissent, qui est un grand vulgarisateur de la physique et de l'astronomie aux États-Unis. Et voilà, maintenant qu'on a fait ces longues présentations, c'est quoi finalement les planètes géantes et leur lune? Peut-être Alice, comment tu définirais ça Alors, moi je vais rester dans le système solaire, ouais. Peut-être que Sean s'aventurera plus loin que moi. Dans le système solaire, il y en a 4, donc des géantes gazeuses ou glacées. Donc Jupiter, bien sûr, la plus grande, qui fait quand même, qui a un rayon qui est 10 fois le rayon terrestre, donc on peut mettre au moins 1000 terres dedans, facile. Et qui est entouré de tout un cortège de satellites. Je crois qu'on en est à 80 environ. Mais
En fait, 99% de la masse de ces satellites, ils sont dans 4 lunes qu'on appelle les lunes galiléennes, dont on reparlera peut-être, qui sont Io, Europe, Ganymède et Callisto, qui sont toutes les 4 très très différentes l'une de l'autre, avec Io qui est très volcanique et Europe en revanche glacée et qui abriterait sous sa surface glacée un océan d'eau liquide. Saturne, après Jupiter, qui est quand même un peu plus petite et qui est le seigneur des anneaux, hein, qui est connu pour ses magnifiques anneaux, et qui est en fait la planète qui, à ce jour, détient le record de satellites. Donc j'emploie le terme satellite et lune un peu, comme satellite naturel ou lune, j'emploierai le même terme. Donc Saturne, on a presque 150 satellites qui ont été détectés autour de cette planète. Mais il faut dire que la grosse majorité de ces satellites, c'est des petits cailloux un peu sombres qui orbitent très très loin de la planète, sur des orbites un peu inclinées et irrégulières, quoi. Et on a vraiment 7 satellites qui sortent du lot. Et parmi eux, il y a Titan, qui est la plus grosse lune de Saturne et qui est le seul satellite du système solaire qui a une atmosphère. Et cette atmosphère, on commençait à en parler tout à l'heure, elle est dense et elle autorise du coup l'imagination d'imaginer des missions où on pourrait par exemple voler dans cette atmosphère. Donc on parlera peut-être de la mission Dragonfly. Dragonfly, ça veut dire libellule en anglais, donc c'est vraiment un drone qui va voler. Mais avant que cette mission soit sélectionnée, il y a eu des projets d'avions, de ballons, de plein de choses en fait sur Titan. Ce qui est vraiment, je pense, une source d'inspiration d'ailleurs de plus en plus pour des auteurs de science-fiction. Et puis si on va un peu plus loin, il y a Uranus. Alors il n'y a jamais eu vraiment de mission dédiée à Uranus, mais il y en aura peut-être une d'ici une vingtaine d'années. En tout cas, c'est dans les priorités affichées par l'Agence spatiale américaine. Et autour d'Uranus, il y a aussi un certain nombre de satellites, mais encore une fois qu'on connaît pas super bien, parce qu'on les a survolés de loin il y a quelques décennies maintenant, hein, c'était les sondes Voyager. Et puis encore plus loin, il y a Neptune. Qu'on connaît peut-être encore moins bien et qui a aussi sûrement plein de satellites, dont un particulier, Triton, serait peut-être actif. En tout cas, on a détecté ce qui ressemble à des mini-geysers sur ce satellite. Une fois encore, c'était il y a plusieurs décennies. Et il faudra attendre une vraie mission dédiée à ces systèmes pour en savoir plus. Voilà, j'ai été complète sur le système solaire. Maintenant, on va sortir. Qu'est-ce que nous apporte maintenant sur les géantes les exoplanètes? Ouais, je peux parler de ça un petit peu. Donc, parmi les exoplanètes que nous connaissons, c'est les planètes autour d'autres étoiles. Nous connaissons quoi? J'ai les chiffres en tête parce que je viens de voir la vidéo Balade mentale en bas juste tout à l'heure. Donc, les chiffres en tête, on connaît 5600 exoplanètes à ce jour environ. Et à peu près 2000 sont des planètes géantes. Donc, au moins la masse de Saturne environ, jusque 10 ou même 13 fois la masse de Jupiter. Pourquoi 13? C'est parce qu'au-delà de 13, c'est un objet différent. On appelle ça une naine brune. Il est possible d'avoir la fusion nucléaire un petit peu à l'intérieur. Donc, on laisse ça de côté. Mais on a 2000 planètes géantes autour d'autres étoiles. Et en termes de lunes, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des lunes comme les lunes galiléennes autour de ces planètes géantes? On aimerait bien le savoir. Il y a plusieurs projets maintenant qui visent à détecter des exolunes, comme on les appelle, des lunes autour d'exoplanètes. Et à ce jour, il y a 2 candidats, dont à ma connaissance, c'est des candidats un peu extrêmes. Donc c'est des planètes comme Jupiter, grosso modo, avec des lunes. Si c'est vraiment des lunes, on n'est pas sûr parce que les signaux sont tout faibles et c'est vraiment dans les barres d'erreur, mais c'est possible que ce soit des lunes. Donc c'est des objets qui seraient des lunes plutôt de la taille de Neptune, donc des lunes très très grandes autour de planètes géantes. Donc c'est très différent de ce que nous avons dans notre système. On peut imaginer peut-être que ça existe vraiment, et c'est des vrais systèmes, et c'est des cas tellement extrêmes qui sont très rares, mais c'est les plus faciles à détecter peut-être. Donc on n'est pas sûr si c'est vrai ou pas, si c'est commun ou pas, mais c'est vraiment quelque chose qui est passionnant et qui est vraiment central en ce moment. Je mentionnerai aussi juste très rapidement une autre classe de planètes qui existe, c'est des planètes qui n'ont pas d'étoiles, les planètes qu'on appelle flottantes ou vagabondes. Et il y a aussi
on aimerait aussi trouver des lunes autour de ces objets-là aussi. Et il y a aussi des projets pour faire cela. Ouais. Je m'arrête là. J'avais juste une question pour vous deux. Ça m'a toujours fasciné de me dire que dans le système solaire, les deux planètes qui n'ont pas de lune, qui sont Mercure et Vénus, sont en fait les deux seules qui ne peuvent pas en avoir. Est-ce que l'un de vous peut commenter là-dessus, Sean ? Oui, je réfléchissais à ça hier aussi, d'une façon différente. Okay. C'est marrant. Donc oui, je pense que les lunes doivent être très très courantes. C'est à cause des effets de marée entre le Soleil et Mercure, ou le Soleil et Vénus et cette autre lune, que les lunes ne sont pas stables, leurs orbites ne sont pas stables à long terme autour de Mercure ou de Vénus. Donc ce n'est pas le cas pour nous. La Terre, bien sûr, on est assez loin du Soleil, que les effets de marée sont assez faibles que la Lune peut survivre. C'est bien pour nous en tout cas. Donc à mon avis, il y a plein d'hypothèses en fait qu'il y avait des lunes autour de Vénus au moins, peut-être aussi autour de Mercure lors de leur formation, et que ces lunes n'ont pas survécu. Donc selon ce qu'on voit et selon les modèles de formation planétaire, c'est assez normal d'avoir des lunes. Pas forcément des lunes aussi massives que notre lune ou des lunes galiléennes, mais au moins quelques objets qui sont en orbite au moins. Donc j'aurais tendance à penser que toutes les planètes commencent avec des lunes d'une certaine taille, mais ils ne peuvent pas tous les garder. Et Afif, toi, sur qu'est-ce que tu as eu besoin de savoir un petit peu sur ces planètes et ces lunes ? C'est surtout le rendu, ou toi, c'était important aussi pour toi d'avoir un peu un retour sur scientifique, ou c'était plutôt les scénaristes ? Ce que j'avais besoin de savoir, moi, c'était plutôt comment était représenté, tout ce qui a été fait toutes les photos qui ont été déjà plus ou moins prises. Ne pas trop s'approcher justement de la science-fiction. On avait plutôt une liberté totale, et puis mes références à moi qui étaient un peu différentes. Et donc non, j'allais chercher, piocher dans ce que faisait James Webb, et donc aller piocher, regarder, admirer ce qui était plus ou moins déjà bien visuel, quoi. Tu as quand même dû te poser des questions, notamment sur l'éclairement, c'est-à-dire la partie jour, la partie nuit, pour être cohérent là-dessus. On se fait facilement piéger là-dessus. C'est quelque chose que tu as dû garder en tête quand même. Oui. Alors, oui, puis il y avait le retour aussi des scientifiques qui sont assez méticuleux, mais très sincèrement, j'ai appris aussi au fur et à mesure. Donc, oui, donc c'est vraiment sur le tas, oui, allez venir apprendre. En même temps que le lecteur qui... Et tu vas collaborer sur... tu vas dessiner d'autres choses dans cette série ? Normalement, c'est Mercure, oui. Ah, Mercure. Dernière, donc, super. À voir si c'est... donc c'est en cours. Génial. Génial, très bien. Alors, puisqu'on est dans un festival qui est aussi dédié, surtout dédié aux imaginaires, à la science-fiction, j'aimerais savoir un petit peu, j'ai posé ça aussi dans l'autre table ronde, quels sont déjà si... la science-fiction a été quelque chose d'important pour vous dans votre orientation ou dans vos centres d'intérêt, et si c'est le cas ou même si c'est pas le cas, quelles sont les choses qui vous ont marqué dans la littérature des imaginaires et peut-être que vous portez en vous encore aujourd'hui. Alice, ce serait quoi les choses que tu retiens de la SF ? Alors moi je pense que je suis venue assez tard à la SF, et alors je mets de côté évidemment Jules Verne, les voyages extraordinaires, parce qu'en fait j'ai grandi avec ça, donc quelque part c'est quand même dans mon ADN. Bah oui, c'est important. Oui. Et justement je réfléchissais, le premier roman de science-fiction que je l'ai lu, je ne l'ai pas lu comme un roman de science-fiction à l'époque, mais c'était La Nuit des Temps de Barjavel. Je l'ai lu, en fait moi j'ai découvert Barjavel parce que j'étais adolescente, j'étais dans une phase bouddhiste romantique, et donc il a écrit un livre qui s'appelle Les Chemins de Katmandou, et ensuite c'est comme ça que j'ai découvert la Nuit des Temps, qui est aussi une histoire très romantique, et j'ai adoré aussi, entre autres parce que ça se passe en Antarctique. Il y a cette civilisation enfouie sous le continent antarctique, et où on trouve ces deux êtres qu'on va dégeler, qui sont gelés au zéro absolu. Donc voilà, c'est le premier roman de science-fiction que j'ai lu. Et après, je dirais que j'ai découvert la science-fiction par la BD. Bonjour, nous vous donnons rendez-vous pour le jeu à partir de maintenant pour découvrir Macrocosmos, un produit de jeu sur la formation des étoiles, en présence de son créateur Hector Morel. Rendez-vous au pôle jeu rez-de-chaussée de la médiathèque. A tout de suite. Et là, la moitié de la salle se vide pour aller jouer à Macrocosmos.
Faut que je trouve un truc. Non, la BD, tout ce qui est Aldébaran, Beltégeuse, de Léo, ouais, ça j'ai adoré, et bien sûr les Star Wars, les classiques. Et aujourd'hui, je lis, enfin, je suis vraiment une fan de science-fiction et de films aussi, en particulier de science-fiction. Comme le thème, c'est les lunes glacées et puis les géantes. Interstellar, là, il y a un monde glacé dans Interstellar. Dans Star Wars aussi, il y a cette planète haute. Alors, paradoxalement, qui est gelée. Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Enfin, bon, il y a et Bienvenue à Gattaca, bien sûr. Alors, où on voit pas Titan, mais c'est la destination, l'Eldorado, le paradis recherché par le personnage principal de ce film. Si vous l'avez pas vu, Bienvenue à Gattaca, ça n'a pas vieilli. C'est vraiment incroyable. Voilà. De toute façon, j'imagine que quand on travaille sur des projets de rovers qui vont explorer Mars ou de libellules qui vont aller dans l'atmosphère de Titan, le rapport à la SF, il n'est pas le même que chez tout le monde. Oui, et c'est là, je t'en ai parlé hier, mais il y a quelques mois, j'ai reçu ce livre, c'est pas pour faire de la pub, j'ai pas d'action, hein, d'Elisabeth Filol, qui est une autrice qui, à ma connaissance, fait une incursion pour la première fois dans la science-fiction, qui m'a envoyé ce livre parce qu'en fait, je pense que notre livre et puis les conférences qu'on a pu faire sur Titan, enfin c'est ce qu'elle dit, hein, l'a inspiré. Pour moi, c'est un peu une consécration quand on commence à inspirer les auteurs. Et dans ce livre, elle dit quelque chose qui est très juste. Elle dit qu'en fait, au départ, il y a, enfin, en tout cas, c'est moi comme ça que je le comprends. Il y a une vision. En fait, au départ, l'exploration spatiale, c'est une fiction. C'est quelqu'un qui a une vision. Je veux dire, quand Kennedy, en 1961, il dit dans 8 ans, on est sur la Lune, il n'y a rien qui est prêt. Et donc, c'est une fiction, c'est une histoire. Et il arrive à emporter l'adhésion. Alors évidemment, après, il y a les scientifiques qui s'emparent de cette vision et de cette fiction, mais il arrive à emporter l'adhésion du grand public, des scientifiques, et 8 ans plus tard, le premier homme marche sur la Lune, quoi. Et Dragonfly, cette mission, quand même, envoyer un drone à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre sur une Lune où il fait moins 180 degrés, qu'on a vu une fois, enfin on a une cartographie de la surface de cette Lune, mais avec une résolution de 500 mètres, donc on la connaît pas bien, hein, franchement. Le moment où les responsables actuels de la mission Dragonfly ont cette idée et la soumettent et la testent, c'est un moment de science. Enfin, à ce moment-là, c'est encore de la science-fiction. Il faut l'imaginer avant qu'il puisse devenir réel. Oui. Tout à fait. Et là, on est en train de passer de la science-fiction à la science et à la réalité. Mais pour moi, finalement, la fiction préside parfois, en tout cas dans l'exploration spatiale, préside la science. Tu peux juste nous redire le nom de l'autrice et le titre du livre? Sister Ship, Elisabeth Filol. En fait, c'est Sister Ship, c'est parce qu'il y a trois vaisseaux spatiaux, un peu comme les 3 caravelles de Christophe Colomb, qui vont vers Titan. Et sur Titan, en fait, non seulement il y a une atmosphère, comme je le disais, mais il y a aussi des lacs liquides, bien sûr, pas d'eau liquide. Encore une fois, il fait moins 180 degrés, mais de méthane liquide. Donc là aussi, hein, il y a eu plein de projets de mission vers Titan avec des bateaux, des chars à voile, des radeaux, enfin des sous-marins. Et il y a un projet très sérieux, pas sélectionné, mais de sous-marins dans un lac de Titan. Et dans ce livre-là, l'idée, c'est qu'il y a il y a une crise climatique sur Terre. Bon. La biodiversité est en train de disparaître. Et l'humanité n'arrive même plus à conserver les archives des graines, des ADN. Et donc il y a cette idée d'utiliser les lacs de Titan pour plonger dedans toute l'archive de la biodiversité terrestre et au moins la sauvegarder pour plus tard dans les lacs de Titan. Comme on fait ici avec le vin dans le bassin d'Arcachon. Non, je rigole. Je sais pas, peut-être. Mais je trouve que c'est une idée fabuleuse. Ouais, c'est très bien. Voilà. Merci. Et toi, Afif, dans les grands jalons de ta... Non, la SF, ça a compté? On a à peu près les mêmes références, quasiment. Ouais. Bienvenue à Gattaca, c'est aussi mon film. Ah ouais. C'est plus de l'anticipation, en fait. Ouais, j'ai envie de savoir ce qui se passe plus tard, donc assez rapidement même. Mais oui, non, moi, c'est plutôt les grands auteurs comme Kirby, Jack Kirby, plutôt. Le comics. Ouais, très comics. Ouais. Et puis, oui, beaucoup de films qui ont bercé aussi ma jeunesse. Donc, ouais. Et est-ce que il y a une époque, il y avait les films étaient systématiquement adaptés en comics
dans les années 70-80. Est-ce que tu lisais ça un petit peu? Moi, je sais que de temps en temps, ça me Comme, tombait. Un peu tout, hein, La planète des singes, Star Wars, Rencontre non, du troisième ouais, type, non, tout non. ça c'était adapté. Et... C'est vrai, non, non, très les- peu. Les adaptations, j'avais du mal un peu Ouais, ok. en BD Star Wars. D'accord. Si, à part Conan peut-être, mais bon, il n'avait pas été adapté d'abord. Ça a été en BD, ensuite en Bien film. sûr, oui, Mais oui. pas l'inverse. Roman, Donc, BD, film. Ouais. Ouais. Donc non, pas trop. Ok, Un peu moins. d'accord. Ouais. Ok. Et toi, Sean, je t'ai déjà posé la question ce matin, mais... Je te donne une réponse différente. Super. Pas grave. Ouais, donc, sur le sujet des lunes, bien sûr, il y avait Star Wars et tout ça, la lune forêt de Endor et tout ça que j'apprécie bien. Mais le truc qui m'a marqué le plus, qui est sur ce sujet-là, c'est le roman de Arthur Clarke 2010. C'est là où il dit, il y a des extraterrestres qui laissent les trucs sur Terre et ils disent, OK, toutes les planètes sont à vous sauf Europe. Touchez pas à celle-là. Et quand on lit ça, on se dit, OK, Europe, c'est pas mal. Il y a quelque chose qui est assez valable là qu'on aimerait. Et donc, après ça, je me suis intéressé beaucoup à ça. Et j'ai appris plus sur ce qu'on connaissait de cette lune. Et c'est passionnant, l'idée qu'il y a un océan sous une couche de glace. Et on peut facilement imaginer d'y aller là-bas et puis creuser un trou et voir ce qui se passe. Ouais. Super. Et Alice, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le type de science que tu fais, notamment sur ces lunes? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi les questions que tu as et quels sont les outils que tu as pour l'investiguer? Ce qui m'intéresse, c'est sur les lunes en particulier, c'est de comprendre leur histoire géologique, leur histoire thermique, comment elles ont interagi avec l'environnement dans lequel elles se trouvent, et pourquoi leur surface ressemble à ce à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Et donc, mes outils, c'est en particulier les radars. Donc pour Titan, par exemple, Titan, je l'ai dit, a une atmosphère et cette atmosphère, elle est opaque. Il y a des brumes, en fait, des brumes avec plein d'aérosols qui, si vous prenez une caméra classique et vous êtes en orbite autour de Titan, vous ne voyez pas la surface. Vous voyez une boule orangée totalement uniforme. Donc pour cartographier la surface, pour la révéler, il faut aller dans des longueurs d'onde un peu plus grandes que les longueurs d'onde optiques, donc dans ce qu'on appelle les micro-ondes, et c'est ce que font les radars. Les radars envoient des ondes qui vont traverser sans problème l'atmosphère de Titan et vont se réfléchir à la surface, et à partir de cette réflexion, on peut dresser des cartes. Donc voilà. Donc on a besoin des radars pour voir la surface de Titan. Et les radars, parfois, les ondes ne s'arrêtent pas à la surface. Si on les prend encore plus longues, ces ondes, elles vont aller dans le sous-sol et elles vont permettre de voir s'il y a des structures, des stratigraphies dans le sous-sol, des structures enfouies qui nous donnent une idée encore plus forte et complète de ce qu'a pu être l'histoire de Titan, ou l'histoire géologique d'une planète. Et une des plus belles, à mon avis, découvertes ou mesures qu'a fait la sonde Cassini, le radar à bord de la sonde Cassini qui a exploré le système de Saturne jusqu'en 2017, eh bien c'était, par exemple, cette sonde a réussi, le radar a réussi à sonder tout un lac. Donc encore une fois, c'est des lacs de méthane liquide. Les ondes ont pénétré le lac et ont réussi à détecter même le fond du lac. C'est pas de chance. Andreas Eschbach est demandé à l'accueil de la médiathèque. Andreas Eschbach à l'accueil de la médiathèque. Est-ce qu'il est là, Andreas? Non. Non. Et donc on a fait, pour la première fois, on a pu cartographier en fait même la profondeur de lacs extraterrestres. Donc c'était de l'océanographie extraterrestre. Donc ça c'était aussi totalement inattendu. Et parfois la réalité dépasse le rêve. Et donc voilà, c'est ça qu'on peut faire avec un radar. Déjà, en premier lieu, donner une image d'une surface qui, sans cela, est masquée. Et en second lieu, aller envoyer des ondes encore plus loin sous la surface pour essayer d'y déceler des structures qui nous révèlent des choses sur l'histoire géologique, parce qu'évidemment, plus on va profond et plus on remonte dans le temps. C'est le principe de la géologie. Et essayer de comprendre, pourquoi le corps qu'on observe est comme ça, comment il a évolué, peut-être quel âge il a aussi, ça c'est compliqué, et depuis combien de temps il est là, et voilà. Ok. J'ai encore une question pour toi, c'est que je sais que tu as travaillé beaucoup sur le radar qui s'appelle Wisdom, d'un projet de rover. Jusqu'à présent, tous les rovers qui sont allés sur Mars, donc par rover j'entends un robot mobile,
sont américains ou plus récemment, il y en a eu un chinois et il y a un grand projet qui s'appelle ExoMars et le rover s'appelle Rosalind Franklin. Rosalind Franklin et qui est un projet européen et qui a un radar sur lequel Alice a beaucoup travaillé. Et vous savez, le spatial, c'est des projets sur le très long terme. Hein. On réfléchit en décennies pour imaginer une mission, la lancer, décennies de voyage et décennies d'exploitation. C'est très long. Et là, il se trouve que la crise ukrainienne a un peu rompu toutes les collaborations avec la Russie, qui était vraiment un acteur important de ce projet. Et donc, c'est assez dramatique pour cette mission. Et je voulais un peu avoir ton ressenti. Et puis Tu veux que je pleure devant tout le monde? Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'était pour rajouter cet ingrédient géopolitique à cette grande collaboration. Bon, en l'occurrence, cette mission est particulièrement maudite, mais parce qu'elle devait partir au départ en 2009. Donc, c'est dire. Elle a été repoussée de multiples fois pour des problèmes techniques. Il y a eu le Covid aussi. Et effectivement, là, tout était prêt. Les instruments sont intégrés sur le rover depuis 2019 quand même. Donc, ça fait 5 ans. Elle était prête à partir en mars 2022. Tout le rover avec les instruments était prêt à partir à Baïkonour, parce que c'était vraiment une mission européano-russe. Et 3 semaines avant, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la coupure de toute collaboration possible avec la Russie. Et à ce jour, il n'y a pas vraiment d'espoir de renouer le dialogue. Donc la mission qui devait partir en septembre 2022 a été une nouvelle fois suspendue, voire gelée. Alors là, l'espoir renaît avec la NASA qui devrait nous aider à lancer cette mission et nous aider à apprendre, parce que l'Europe n'a jamais réussi encore vraiment à atterrir à la surface de Mars. C'est très dur. Hein. Mars a une atmosphère mais très ténue, donc c'est très dur d'atterrir à la surface de Mars. Donc normalement, départ 2028. Et arriver, mais on n'arrive pas tout de suite parce qu'on arrive et il y a une tempête de poussière sur Mars, donc on se met en parking et on attend. Et donc en 2031, si tout va bien, ou 2030, non, printemps 2030, on se pose à la surface. Mais heureusement, on est rarement juste sur une mission. Et puis c'est vrai que c'est des temps longs. Alors là, c'est une mission particulièrement longue, surtout pour aller sur Mars, qui est pas très loin, quoi. Mais heureusement, moi et comme d'autres, hein, on bénéficie. Là, j'ai pas de chance, mais sur plein d'autres trucs, on a eu de la chance. La mission Cassini, je suis arrivée au meilleur moment, donc j'ai récolté tous les fruits qui avaient été semés par les générations précédentes. Et donc voilà. Et là, moi, je prépare une future mission vers Encelade, dont on parlera peut-être, 2052. Voilà, mais moi j'aime ça. Et donc évidemment, je ne serai pas de la partie au moment où les données arriveront. Peut-être que je serai même plus du tout là. En tout cas, j'ai envie de m'accrocher, ne serait-ce que pour ça. Mais moi j'aime ça. J'aime cet aspect justement de transmission sur des temps longs, de transmission entre générations, entre missions et entre générations. Oui, en fait, je pense que quand on dit que le spatial a un temps long, c'est pas vrai. C'est juste que nos modes de vie et nos politiques ont un temps infinitésimal et on devrait avoir, je veux dire, c'est pas un temps long pour celui qui plante des forêts pour son petit-fils pour les exploiter. C'est nous qui sommes entrés dans un temps, je pense, très court. Et cette question du temps, du spatial, des voyages, vous avez dû vous la poser pour la BD, je veux dire, ou est-ce qu'il y a des longues ellipses, ou tout ce qui est lié aux voyages spatiaux, ou on s'en fiche un peu quand on fait ça? Sincèrement? Oui, sincèrement. Non, c'est pas trop posé ce genre de questions. On fait Justement, des les ellipses sont là pour ça. C'est la magie de la BD. Exactement, comme le la case cinéma. suivante. Oui, on peut faire croire ce qu'on veut, donc c'est cool. Est-ce que ça te fascine, ça, l'exploration spatiale Oui, les sondes carrément. Ouais. Moi, je me pose encore la question pourquoi ça me fascine autant. En fait, je sais pas du tout si c'est pour, si c'est à titre personnel ou voir ce que nos enfants vont avoir plus tard, quoi. Donc ouais, je me pose encore la question pourquoi ça me fascine. Peut-être l'envie le côté nomade, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Et ça, c'est quelque chose. Ouais. Je pense qu'il y a quand même aussi tous les mystères que ces sondes nous permettent d'approcher, sans jamais les résoudre complètement. Mais on répond à une question et on en a 1000 autres. Moi, j'en ai une de question. J'aurais aimé
les explorer vraiment par moi-même, les planètes que vous étudiez. Donc oui, astronaute, donc, est-ce que c'est pas une frustration quelque part de ne pas y aller directement et de pas... Enfin, je veux dire, là, on a la possibilité, SpaceX, là, en ce moment, nous. Alors moi personnellement non, ça m'attire pas. Mais en revanche quand même, si je reste dans le système solaire et si je m'intéresse aux surfaces, c'est que j'aime bien cette idée que quand même je peux toucher quelque chose. Alors c'est pas robot interposé, on est d'accord, mais j'aurais plus de mal à m'intéresser à des étoiles, à des galaxies, enfin à des objets plus lointains et à des dimensions pour le coup qui m'échappent totalement. Même les exoplanètes. Voilà. Bon, après les exoplanètes, on n'est pas près de voir leur surface, donc. Donc voilà, par robot interposé, ça me suffit. Je suis pas, je suis bien ici. Et toi, Sean, t'es frustré de ne pas visiter tout ça? Oui, bah, je peux comprendre ça en fait, parce que c'est vrai, avec les exoplanètes, tous les méthodes de détection, c'est assez indirect. Donc on n'a que une dizaine ou une vingtaine d'exoplanètes où on a même des images où on peut le voir. C'est des exoplanètes qui sont assez, d'habitude celles qui sont très loin de leur étoile et très brillantes. On a quelques cas, une 5 ou 10 cas, j'oublie exactement. Une vingtaine. C'est une vingtaine. Ce sont des planètes géantes très loin de leur étoile, donc normalement on ne peut pas les voir parce qu'elles réfléchissent rien, elles sont froides. Mais quand elles sont jeunes et qu'elles ont moins d'1 million d'années à peu près, elles sont encore très chaudes à 1000 degrés et on peut les voir. On peut les voir même si elles sont loin de toute étoile, dont celle que tu parlais. Donc les planètes vagabondes ou les planètes loin de leur étoile, on sait les voir, les prendre en photo quand elles sont très très jeunes. Après, on ne les voit plus, pour l'instant. C'est ça. Donc, comme je disais avant, on a plus de 5000 exoplanètes qu'on connaît et on en a vraiment vu, entre guillemets, une vingtaine, c'est tout. Donc, c'est vrai, il y a ce côté qui est très loin. Et ça permet, d'un côté, ça me permet d'imaginer à quoi ça ressemblerait et ça stimule beaucoup d'images d'artistes, ce genre de choses qui sont vraiment sympas. Et si on les nourrit avec la science pour voir à quoi ça pourrait ressembler, du côté scientifique, c'est assez intéressant comme truc et on peut même faire des prédictions qu'on peut tester plus tard. Mais de l'autre côté, c'est frustrant parce qu'on n'a pas de truc à toucher, on n'a pas d'images directes qui sont très jolies comme ça. Donc ça nous laisse le côté ouvert d'imaginer, mais on n'a pas de données pour le remplir, on doit le faire nous-mêmes. Oui, c'était une autre question, c'était pour voir scientifique, est-ce que c'est pas une vision aussi pessimiste et pas très optimiste d'aller voir ailleurs que... Comme si on était préparé, on se préparait à qui n'était notre planète. Ok, je réponds très vite. Je pense que c'est pas l'un ou l'autre. On ne fait pas ça pour dire ok, on s'en fout de la Terre, on va aller ailleurs. Oui. Parce qu'on sait très bien que pour aller voyager, pour se déplacer vers une autre planète, même si c'est pour aller aux autres planètes dans le système solaire qui sont juste à côté, astronomiquement parlant, c'est impossible de le faire à grande échelle. C'est pas la vision interstellaire. C'est tellement long, donc c'est pas l'un ou l'autre. Même en regardant et en voyant toutes les planètes qui sont peut-être dans la zone habitable, mais n'ont pas de vie, par exemple. Par exemple, on peut chercher des analogues à la Terre qui ont la même orbite que la Terre, qui ont à peu près la même masse que la Terre. Et quelle fraction de ces planètes-là ont la chance d'avoir de l'eau liquide en surface, ou une atmosphère qui est bien pour la vie, ou quelques autres signes qui sont bien pour la vie. Et on n'a pas encore ces données-là, mais on essaie de chercher ça. Et c'est bien probable qu'il y a plein de cas, des planètes qui sont presque comme nous, mais qui ne sont pas bien pour la vie. Et ça renforce l'idée que la Terre est vraiment précieuse. Oui, et dans le système solaire, plus on comprend les autres corps du système solaire, les lunes, les planètes, et plus on se rend compte que c'est totalement inhospitalier et que nous, notre vie est adaptée à la Terre et à aucune autre planète, en tout cas à côté de nous. Donc c'est plus on explore le système solaire et plus on se rend compte qu'il n'y a pas d'autres planètes. En tout cas, c'est ça. C'est pas la vision d'Interstellar, c'est ça? Ah non, oui, mais ça, c'est de la science-fiction, là. Oui. Mais ta question est importante parce qu'en fait, dès lors, à chaque fois qu'on voit dans les réseaux sociaux des articles sur des découvertes astronomiques sur les exoplanètes, on a toujours la réaction de personnes qui nous disent mais pourquoi vous voulez aller ailleurs? Pourquoi vous voulez la Terre, il faut en prendre soin. Comme si y avait une opposition entre le fait de regarder l'extérieur et de se soucier de son monde. Pour nous, ce qu'il faut se rendre compte, pour nous astrophysiciens, il est strictement évident que si une humanité part un jour
vers les autres astres physiquement pour y aller, ce sera une humanité qui aura résolu son problème de la crise environnementale, de la crise climatique, de la crise des ressources, de la crise de la biodiversité. Les échelles de temps sont ainsi. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas en fuite pour Mars. On va crever si on va sur Mars tel qu'on est maintenant, et puis on ne sait pas le faire, et puis on ne sait pas y survivre. Non, non, c'est des échelles de temps complètement différentes. La crise environnementale, elle doit se résoudre, elle doit se gérer là, en termes d'années, de dizaines d'années, à peu près avec les échelles de temps du spatial. Il faut prendre des mesures très fortes sur quelques années, 10 ans. Maintenant, il faut que les politiques que vous élisez aujourd'hui, maintenant, vous parlent pas de ce qu'on va faire, vous parlent de ce qu'on va faire demain, mais vous disent aussi, voilà ce qu'on vise pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et aller vers les autres planètes, c'est des choses qu'on ne sait même pas aujourd'hui, on n'a rien dans les tiroirs. Écoutez pas ce que vous dit Elon Musk, etc., qui fait péter 50 000 fusées à un coût environnemental prodigieux. Non, c'est pas contradictoire, c'est juste des échelles de temps différentes. Il faut avoir la patience et la sagesse de s'offrir les étoiles et les planètes. C'est d'abord gérer ce qui se passe sur Terre. Donc pour nous, on est toujours surpris quand on a cette réaction, parce que pour nous, c'est complètement. On ne regarde. Il n'y a aucun projet aujourd'hui d'astrophysique qui regarde les astres avec l'intention d'y aller. C'est pour apprendre dans quel univers on vit. C'est ça les sciences. On essaie de comprendre dans quel univers on vit, et ça nous aide aussi beaucoup pour comprendre notre planète. J'avais une question pour toi, Sean. Je regarde parce que j'aimerais quand même laisser du temps à des questions. Donc, j'avais une question pour toi, Sean. Dans notre système, on a des planètes géantes qui ne sont pas si courantes ailleurs dans l'univers. Et on a l'impression que, bon, on a Jupiter, on a Saturne, mais bon, grand bien nous fasse. Est-ce que le fait qu'on soit dans un système qui a des planètes géantes, en fait, on doit quelque chose à ça? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on est, nous, ce que la Terre est, a quelque chose à voir, a eu une influence du fait qu'on est dans un système avec des planètes géantes par rapport à un système où il n'y aurait pas de planètes géantes? Oui, c'est une bonne question. Donc, une partie de mes études, c'est sur la formation du système solaire, c'est comment s'est formée la Terre et Jupiter et tout ça. Et ce qu'on pense maintenant, il y a des théories qui sont allées dans beaucoup de sens dans les dernières décennies. Et là, en ce moment, on pense que le rôle de Jupiter en tant que ce que ça a fait pour la Terre, c'était un rôle, en fait, ça l'a un peu, comment on dit, starving, comment on dit ça? Affamé. Affamé, c'est ça. Ça l'a un peu affamé, probablement. Donc, c'est bien probable qu'il y avait un flux de matière vers le Soleil et la Terre était en train de grandir. Et c'est bien possible que si Jupiter ne s'était pas formé, et un peu retenu cette matière qui s'approchait de l'orbite, de là où se formaient les planètes telluriques comme la Terre, que la Terre aurait grandi beaucoup plus. Et si elle était beaucoup plus grande, ça aurait fait des changements orbitaux. C'est possible qu'elle aurait migré beaucoup plus proche du Soleil. C'est possible qu'elle aurait eu beaucoup plus d'eau que nous avons. Donc là, on pense que Jupiter nous a aidés dans ce sens en ne pas nous laissant grandir trop rapidement. Donc c'est un peu, il y a plein de détails qui rentrent là-dedans, mais ça c'est au moins un rôle que Jupiter a peut-être joué lors de la croissance de la Terre. Très bien. Mais moi, j'aimerais voir s'il y a des gens qui ont beaucoup de questions pour savoir comment. Vous avez envie de leur poser des questions? Qui c'est qui voudrait poser une question? Oui, vous avez plein de questions sur les missions spatiales, sur les lunes. Oui? Oui, très bien. Alors j'en vois déjà une ici. Donc ça, c'est une question pour les deux astrophysiciens. Oui. Alice, vas-y. Oui, c'est sûr. Quand on change d'échelle, de dimension, effectivement, on se rend compte de notre petitesse et de la fragilité du bateau sur lequel on est, ça c'est sûr. Il y a aussi la notion, en tout cas pour moi, moi je suis enseignante-chercheur, donc j'enseigne aussi, comme en fait beaucoup de chercheurs en France, c'est majoritairement des enseignants-chercheurs. Et donc il y a l'importance de participer en tant que chercheur à la construction d'un socle de connaissances, même si c'est une toute petite brique, voire un grain entre des briques, et puis d'avoir ce rôle ensuite de le transmettre à différents niveaux. Ça rend humble aussi.
Et parce qu'on transmet aussi toute la connaissance qui a été accumulée par des siècles de recherche oui, d'exploration. Donc oui, voilà, ça donne du sens. En tout cas, ce métier-là et ce qu'on observe et la façon dont ensuite on essaye de le transmettre, pour moi, ça donne un sens à ma vie, aussi petite soit-elle. Voilà, je répondrai comme ça. Je suis d'accord et j'ai un sentiment assez similaire. Un truc qui m'est arrivé beaucoup, très fortement quand j'étais à l'université en fait, c'est d'étudier l'astronomie et l'univers. Ça te rend le sentiment de se sentir de plus en plus petit, comme on est minuscule et on disparaît. C'est un côté, mais ça c'est un peu le côté égo. Et ensuite, en même temps, ça fait qu'on appartient à quelque chose qui est infiniment grand. Et il y a plein de détails, tellement de choses qui sont intéressantes là-dedans. Donc, ça, comme disait Alice, ça donne un sens aussi si on le voit de l'autre côté. Je me permets juste de donner ma réponse aussi en tant qu'astrophysicien et rapide. Je n'ai pas la réponse en termes de comment ça a changé, mais en discutant avec les gens, je vois des différences. Et je me suis interrogé là-dessus. Et je pense qu'une des différences, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la question des échelles de temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, ce qui va se passer dans 100 ans, dans 200 ans, c'est très loin, alors que pour moi, c'est presque un instantané. Je le vis presque physiquement. Donc on parle de changement climatique. Quand des gens disent « Oh oui, mais ça arrivera dans 2 siècles », pour moi, c'est dans la seconde qui vient. C'est vraiment l'équivalent. Et l'autre chose aussi, c'est de se rendre compte que on perçoit un peu l'univers, je dirais, au-delà de la perception des yeux. C'est-à-dire que moi, je trouve... On acquiert on sait que voilà, on sait qu'il y a de la vie microscopique, qu'il y a des choses qui se passent au niveau atomique, etc. Et moi, je pense qu'on a ce rapport qui n'est pas que limité à ce qu'on voit avec nos yeux. Et ça, je pense que oui, ça a évolué au cours de mon parcours. Mais sinon, tout ce qui a été dit là aussi. Il y avait une question, je crois, là, avant ? Oui, tu l'as vu Moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Interstellar, ils ont eu des conseillers scientifiques. Bon, après... Comment oui. Non, Interstellar, non. Et je pourrais vous parler en long, large et en travail de pourquoi. Ça aurait pu, parce que c'est une histoire qui vient d'un scientifique, qui a été écrite par un scientifique, mais qui ensuite a été reprise par d'autres scénaristes et qui ont... en fait, après, on aime ou on n'aime pas, mais... voilà. Non, mais dans les trucs réalistes, il y a The Martian, qui a des aspects irréalistes, mais qui en a plein quand même qui sont intéressants. Seul sur Mars, Seul sur Mars, ouais. À part le point de départ avec le truc qui vole et tout, le reste, effectivement. Oui, il y a aussi à un moment donné une bâche là qui fait flap, 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 alors qu'il y a 10 tonnes au mètre carré de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Mais The Martian, c'est pas Mais c'est Seul sur Mars, The Martian. Oui, c'est ça, pardon. Ah oui, mais on est en France. Oui, oui. Mais parfois, je retrouve plus facilement. T'en as d'autres? C'est ma faute. Non, j'ai lu le roman. Le roman est très bien. Il est super ce roman. Ouais. Et je l'ai lu en anglais, donc c'est vrai que j'ai un peu oublié. C'est pas exactement le sujet d'exploration spatiale, mais il y a un livre écrit par Carl Sagan, Contact, qui est vraiment bien. Et alors, dans Europa Report, il y a un truc qui est très bien. C'est de ce que je m'en souviens, c'est que dans le vaisseau, il y a une gravité artificielle parce qu'il y a une partie du vaisseau qui est en rotation. Et c'est, je crois, le seul film où j'ai vu où on voit le différentiel. C'est-à-dire que quand ils sont dans les parties externes, ils sont dans une gravité à peu près correcte. Et quand ils s'approchent de l'axe, là, ils sont en apesanteur. Et il y a cette espèce de graduation de ça. Et ça, j'avais trouvé ça marrant. Après, je crois qu'à la fin, il y a un gros monstre sous la glace. Ça, c'est Alice de vous dire si c'est réaliste ou pas. Mais il y en a, on trouve toujours... après 2001, Odyssée de l'espace, qui a été fait, qui est sorti en 1968, moi, je trouve, présente le système de Jupiter d'une façon, quand on se dit que c'est longtemps avant les sondes Voyager, je suis toujours effaré
de la représentation de Jupiter et de ses lunes à cette époque-là. Donc aussi, il faut se replacer dans l'époque où ont été faits les Et là, films. tu parles du film de Oui, je parle du Kubrick, film. parce que le livre, en fait, je ne sais pas si ceux qui ont lu le livre, en fait, l'astronaute Bowman, là, David Bowman, il va pas, sa destination finale, c'est le système de Saturne. Et le monolithe, là, le fameux monolithe, il est sur un satellite de Saturne qui s'appelle Japet. Et dans le livre, il y a des descriptions des anneaux de Saturne et de Japet, des terrains de Japet. Japet, c'est une lune très particulière. Elle a une face qui est très sombre et une face qui est très brillante. On l'appelle la lune yin-yang. Voilà, elle a vraiment ces deux visages. Et les descriptions que fait Arthur C. Clarke, à la fois des anneaux et des terrains très contrastés de Japet, donc c'est pré-Cassini, pré la mission qui va vraiment en donner les images, les dernières images, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'était un visionnaire, je ne sais pas comment il a pu décrire cela sans bien sûr qu'il n'y ait eu jamais aucune mission rapprochée dans ce système. Donc je recommande de relire à la lumière maintenant des connaissances qu'on a du système de Saturne au 2001 Odyssée de l'espace, parce que c'est saisissant. Des films, toi, qui t'ont marqué? Ah oui, après Apollo 13, ça n'est pas de la science-fiction, mais par contre, ça se veut assez réaliste. Et alors, une série, alors à nouveau, si on est dans Apollo 13, qui a été faite juste après Apollo 13, et qui a été produite par Tom Hanks, qui n'est pas très connue en France, qui s'appelle De la Terre à la Lune, en français From the Earth to the Moon. Je crois qu'il y a 6 ou 10 épisodes. Elle est absolument passionnante. Et c'est François Forger, qui est ici quelque part au festival, qui m'en avait parlé, et qui m'avait dit que c'était finalement une des seules ils avaient trouvé un moyen génial de représenter la faible gravité. Vous savez, c'est un vrai problème dans les films, de représenter la faible gravité quand vous êtes sur la Lune, quand vous êtes, je sais pas moi, dans la... Comment elle s'appelle cette série qui se passe dans le système solaire Ouais, dans The Expanse, ils sont dans des astéroïdes où la gravité c'est rien, ils marchent comme ça. Voilà. Et dans From the Earth to the Moon, le truc qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont accroché les acteurs en scaphandrier quand ils marchent à des ballons d'hélium qui compensaient très exactement pour la différence de poids. Et donc, ils se déplaçaient exactement comme ça. Et ensuite, ils ont gommé les câbles. Et c'est complètement fou. Alors que même aujourd'hui, avec le CGI, parfois, il faut quand même arriver à l'animer. Alors, ils ont des moteurs physiques. Et c'est pas toujours... Donc, je vous conseille vraiment cette série. Elle est brillante. Et elle est sur des aspects pas du tout connus de la question du voyage à la Lune. Ouais. Dans la Voie lactée, je crois qu'on n'a pas un chiffre exact, hein, mais je crois que c'est 200 milliards. Oui, hein, c'est 200. Juste dans notre galaxie, En fait, sachant qu'il y a plein d'autres galaxies. Voilà, Donc, tu as dans notre galaxie à peu près 200-300 milliards d'étoiles, d'accord? Et il y a plusieurs milliers de milliards de galaxies. Donc il y a plusieurs milliers de milliards de fois 100 milliards d'étoiles. Et on estime, parce que Sean, il t'a dit qu'on avait trouvé 5600 planètes, mais nous, astrophysiciens, on s'en fout un peu de ce nombre. Ce qui nous intéresse, c'est quelles étoiles en abondance ont des planètes. Et en fait, la majorité des étoiles ont des planètes. Donc quand on te dit qu'il y a 200 ou 300 milliards d'étoiles dans la galaxie, il y a plus de 200 ou 300 milliards de planètes dans la galaxie. Nous, on en a trouvé quelques-unes, mais ces quelques-unes, elles nous permettent de savoir quelle est la population sous-jacente qu'on n'arrive pas encore à voir. Et donc, on sait maintenant que voilà. Moi, je suis né dans un univers à 8 planètes, en fait à 9, parce qu'à l'époque, on appelait Pluton une planète. Mais maintenant, on vit dans un univers où les planètes sont aussi innombrables que les étoiles, mais c'est vrai, on ne t'avait pas dit combien il y avait d'étoiles, donc ça ne te disait pas grand-chose. S'il y en a vu 12, ça ne faisait pas beaucoup, mais il y en a plus. ça fait une question. Il y a la dame qui a une question. Oui. Tout à l'heure. Il y a Charon, un Pluton, un peu. Ouais, je peux répondre un peu. Donc oui, il y a donc dans le système solaire, le plus proche c'est Pluton et Charon. Donc Charon fait quoi, un tiers de la taille ou de la masse de Pluton? Je n'ai pas en tête. Ouais, oui, donc ils sont très proches. Parmi les exoplanètes, on n'a pas encore assez de données pour savoir ça. Comme il y a ces deux cas
d'exolunes qui sont très massifs, mais le rapport de masse entre la planète principale et le satellite serait toujours un facteur 10, 20, quelque chose comme ça au moins. Mais théoriquement, on pense que ça pourrait exister. Il y avait eu une grande annonce de découverte par le JWST l'an dernier, que il y avait une nouvelle découverte d'un échantillon de planètes flottantes fait avec le JWST. Et ils avaient annoncé qu'il y avait une grande population de planètes vagabondes binaires. Et à savoir que la plupart d'entre eux ne sont pas corrects. Ils ont fait des erreurs d'interprétation. Mais il y en a quelques-unes qui tiennent la route. Donc il y a au moins quelques cas où il y a deux Jupiters qui s'orbitent entre elles, mais pas d'étoiles en fait. Donc ça existe. On pense, je crois, que Pluton... Même Pluton, c'est possiblement ce qu'on appelle maintenant un monde océan, c'est-à-dire un monde glacé à la surface, mais sous la surface, à plusieurs dizaines de kilomètres, il peut avoir un océan d'eau liquide. Ouais. Mais pour vous donner une anecdote sur les planètes doubles, un truc assez marrant, c'est qu'avec Sean, on a travaillé, vous avez peut-être entendu parler du système TRAPPIST 1, donc on sait aujourd'hui qu'il a au moins 7 planètes. Et nous, on faisait partie de l'équipe qui a découvert ça. Et au début, ça a été découvert depuis le sol avec un petit télescope. Et on n'avait que les transits des deux. Enfin, voilà, nous, on pensait avoir les transits que de 2 planètes. Et après, on a eu du temps avec un télescope spatial pour trouver les autres. Mais à chaque fois qu'il y avait le transit de la deuxième, c'est comme ça qu'on l'interprétait, on voyait 2 transits. On voyait 2 passages. Et on avait plusieurs transits et il y avait 2 passages. Et en plus, il ne semblait pas parfaitement périodique. Et donc ça, on l'interprétait aussi par le fait que si vous avez 2 planètes comme Pluton-Charon, le centre de masse, lui, il passe périodiquement, mais les planètes, elles passent de façon périodique. Et le responsable de ce programme s'appelle Michael Gillon, qui est à Liège. Il s'est complètement enflammé là-dessus. Il a dit, on a trouvé une planète double de Terre, comme ça, c'est génial. Il a commencé à écrire un article là-dessus. Et on a appelé à la rescousse quelqu'un à Bordeaux qui s'appelle Jérémy Lecomte, qui traîne peut-être par là, il n'a pas de... Et je lui dis, toi tu connais bien les marées, tout ça, on a repris le coup là, des histoires de Mercure et de Vénus qui ne peuvent pas avoir de lune, ça nous paraissait louche ça, et il a montré que ce n'était pas possible. Et heureusement du coup on a arrêté le papier, même si Michael disait, ouais la théorie c'est bien, mais moi j'observe, je vois ça. Et en fait non, ce qu'on voyait c'était lié à un fait que c'est les orbites des planètes autour de TRAPPIST, comme 3 des lunes autour de Jupiter, ont des rapports de période entiers, c'est-à-dire que par exemple vous en avez un qui fait 2 fois le tour quand l'autre en fait un, et on n'avait pas de bol, c'était à chaque fois il y avait 2 planètes qui passaient en même temps, et on s'en est rendu compte après. On pensait avoir découvert à la première double planète, mais non. Parfois on se trompe un peu, mais on ne publie pas, on attend. Je crois qu'il y avait une question là, ou non, tu essayais de remettre ton... Non, excuse-moi, je croyais que tu avais une question, mais c'était ton bracelet. Est-ce qu'on a le temps pour une autre ou pas? Je vois personne qui nous chasse, donc on va dire que oui. Oui, monsieur? Ouais, alors des lunes glacées, ouais, c'est une bonne question. Ça a à voir avec la façon dont elles se sont formées, qu'on ne comprend pas forcément encore très bien et qui n'est pas forcément la même façon dans le système de Jupiter que dans le système de Saturne. Dans le système de Jupiter, je pense que l'idée en vigueur, c'est que c'est un peu comme un mini-système solaire où au départ on a un disque de poussière et de gaz qui tourne autour de la planète qui est encore chaude, et puis la matière va s'accréter et former des lunes, un peu comme les planètes se sont formées autour du Soleil. Et comme il fait plus chaud près de la planète, normalement, voilà, on a moins de glace. Plus on est proche de la planète, moins il y a de glace. Et c'est ce qu'on constate autour de Jupiter, puisque Io, qui est la lune galiléenne la plus proche de Jupiter, est dépourvue de glace. Enfin, il y a un peu de glace de sulfure, mais c'est un corps vraiment volcanique. Et plus on s'éloigne jusqu'à Callisto, et plus on a de glace. Donc ça, bon, on va dire que le modèle, il marche comme ça, un peu un mini-système solaire où finalement la glace est rejetée loin de là où il faisait chaud au départ.
Mais sur Saturne, c'est pas du tout le cas. Quand on regarde les 7 lunes principales, il n'y a pas cette augmentation de la glace avec la distance à Saturne. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres modèles qui ont été proposés, et en particulier un modèle qui propose que les lunes, en tout cas certaines d'entre elles de Saturne, sont créées à partir de la masse des anneaux, à partir des anneaux. Donc les anneaux se forment. Alors comment ils se forment ? Et quand est-ce qu'ils se forment, on ne sait pas. Probablement la collision d'un gros de comète ou d'un gros satellite glacé qui venait d'ailleurs. Et il s'étale comme un disque et puis commence à sécréter de la matière. Et du coup, on peut avoir... Et en fait, ce qu'on voit aussi avec les satellites de Saturne, c'est plus on s'éloigne, plus ils sont petits, les satellites glacés. Et donc, au début, ils créent des gros satellites, c'est Rhea, c'est Dioné. Et puis, au fur et à mesure, la matière des anneaux, qui est de la glace essentiellement, diminue, se fait plus rare. Et on a des satellites toujours très riches en glace, mais plus petits. Donc, c'est un autre modèle de formation à partir d'anneaux de glace solides, qui semble en tout cas mieux marcher pour expliquer ce qu'on observe dans le système de Saturne. Mais voilà. Donc la question c'était quoi ? Je pense qu'on va s'arrêter là, mais c'était la diversité. Pourquoi ils sont plus variés ? Ça a à voir avec comment ils se sont formés et ensuite à quelle position ils sont de la planète et comment ils interagissent avec l'environnement qui n'est pas exactement le même en fonction de leur position à la planète et aussi d'à quel point ils sont soumis aux forces de marée de la planète. On n'en a pas beaucoup parlé des forces de marée, mais on va devoir s'arrêter là. Je voulais juste juste mentionner une dernière chose, c'est que, alors là ça passe pas, mais à un moment donné vous aviez des images qui tournaient, des petites animations. Ça fait partie d'un épisode de la chaîne YouTube Balade Mentale qui m'ont autorisé. Théo Drieux, celui qui a créé la chaîne, est ici à ce festival. Et il m'a passé une de ces vidéos pour que je la passe en fond. C'était une vidéo dédiée justement aux lunes glacées. Et je vous la recommande. Et je vous remercie. Et je remercie les invités, Alice, Afif et Sean. Merci.